Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Alors ce soir, j'ai une invitée, une présidente d'association. Est-ce que Sylvie Moreau, elle est là? Oui, je suis là. Bonsoir. Bonsoir, Sylvie. Bon, ben vous avez présenté les activités de votre association, vous présentez, dire où vous êtes, et puis nous expliquer votre travail. Allez-y, Sylvie. Donc, je suis la présidente de l'association Thermoutis. L'association est basée en Maine-et-Loire, donc dans le département 49. Nous intervenons auprès des familles d'enfants placés ou qui menacent de l'être, donc dès qu'il y a un signalement. Nous accompagnons, nous aidons, nous conseillons, c'est important. Le soutien, parce que les parents sont démunis, sont en colère, sont en souffrance, ce qui peut s'entendre et se comprendre au vu de ce qu'ils vivent et ce qu'ils subissent. Donc, moi, j'interviens en tant qu'agent de médiation, information, service, diplômé depuis 2017, ce qui me permet d'accompagner les parents à tous leurs rendez-vous institutionnels. Je peux rentrer également dans les foyers, dans les structures. Je peux être présente aux visites médiatisées. Ça arrive sur certains départements. J'interviens également sur certains départements au niveau des audiences, donc lors des audiences devant le juge des enfants. C'est quelques départements qui acceptent, donc depuis 2018 également. J'accompagne les parents parfois chez les avocats, parce que c'est important. Parce que moi, ce que je vais apporter, ce sont des éléments concrets, puisque j'aurai accompagné le parent à tous les rendez-vous institutionnels. Donc, il y a des constats, il y a des observations, il y a des faits, donc des éléments importants. Je vais faciliter le lien et le dialogue, parce que très souvent, c'est conflictuel, puisque les parents ne sont pas d'accord avec les accusations qu'ils ont, en fin de compte, qu'ils subissent. Bien sûr. Très souvent, ce sont des rapports à charge. Et là, c'est une réalité. Est-ce que je peux vous poser une question? Oui, allez-y. Est-ce que dans votre travail, vous avez constaté la production de beaucoup d'enfants? Oui, malheureusement, très régulièrement, pour ne pas dire au quotidien. En fin de compte, les professionnels, parce qu'on va dire les professionnels de l'aide sociale à l'enfance, font des rapports en écrivant une autre vie de la famille. Mais ce n'est pas la vraie vie, en fin de compte, des parents, des enfants, de la famille élargie. Alors est-ce qu'on peut considérer que ce type de mensonge a qu'un seul objectif, pouvoir faire enlever les enfants? Oui, malheureusement, c'est un constat. Donc, ça fait quasiment 10 ans que je suis sur le terrain, l'ayant vécu moi-même avec ma fille. Et de là, j'ai pu faire des analyses, des recherches. Et le constat, il est là. Il est bien là. C'est qu'en fin de compte, on cherche, oui, à détruire les familles et donc à prendre les enfants. Il y a un acharnement institutionnel puisque moi, je suis de plus en plus sollicitée par les familles puisque ce sont les familles qui nous appellent et ce sont des appels à l'aide. D'accord. Qui ne comprennent pas ce qui se passe ou ce qui s'est passé, en fin de compte. Alors, Sylvie, vous êtes au courant que vous témoignez maintenant? Oui. Que quand ces parents témoignent, la seule chose qui apparaît, c'est le nombre de mensonges que les rapports des services sociaux font. Est-ce que vous avez fait le parallèle avec le business financier derrière? Oui, malheureusement, parce qu'un enfant placé, qu'il soit avec ou sans handicap, eh bien derrière, c'est des enjeux financiers. Et en plus, un enfant placé n'est pas un enfant protégé. Nous avons énormément de cas où les enfants ont subi des violences sexuelles, des manquements à tout niveau,
plus de suivis médicaux quand il y a des prises en charge normalement qui étaient en place, qui avaient été mises en place par les parents avant le placement. Et les enfants, en plus, expriment, manifestent un mal-être, un traumatisme également, lié à la séparation avec leur famille, et même parfois la fratrie, puisque les fratries sont éclatées. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Alors, dans votre travail associatif, est-ce que des fois, vous sentez que vous connaissez les services sociaux? Alors attendez, je n'ai pas bien entendu, je m'excuse, hein, la question. Est-ce que vous contrariez les services sociaux? Mais oui. Oui, parce que quand moi, en fin de compte, j'ai accompagné le parent ou les parents, parce que tous les parents ne sont pas séparés ou divorcés, moi, j'interviens au sein de la famille. En fin de compte, je me déplace déjà au domicile de la famille. Je peux aller dans les écoles, je peux aller rencontrer tous les professionnels qui connaissaient bien la famille, donc les enfants. Et là, ça me permet de faire déjà un constat. J'ai fait mon travail d'enquête de terrain, puisque moi, voilà, je suis quelqu'un de terrain. Et c'est ce qui est important, parce que ça permet d'apporter les vrais éléments. Et là, oui, en effet, je peux contredire en apportant une argumentation et des preuves factuelles pour dire non, attendez, là, vous allez trop loin, vous vous trompez, tout en restant, bien sûr, diplomate et en étant dans l'échange et la communication, sinon je ne serais pas agent de médiation information-service. D'accord. Ce diplôme que vous avez passé, c'est attaché en relation avec les services sociaux. Ah, il y a une interférence et... Alors, ce que je vais faire, quand je vais parler, je vais couper votre micro. Alors, ce que je vais faire, D'accord, ok. Oui, parce que là, je n'entends pas, en fin de compte, je l'entends, mais en décalage. D'accord. Je recommence. Je voulais savoir si, quand vous discutez avec un juge, quand vous parlez de votre travail par rapport à le diplôme que vous avez passé, est-ce que le juge, il vous écoute aussi bien qu'il écoute les services sociaux? Puisque moi, c'est un nouveau métier. Je suis la seule à intervenir en tant qu'agent de médiation information service donc sur l'ensemble du territoire. À chaque fois, quand j'accompagne le parent, on me dit mais vous êtes qui? Quelle est votre fonction? Quels sont vos objectifs? Vous êtes payé par qui? Vous dépendez de quel organisme? Et je dis je ne suis pas là pour répondre à ces questions, je suis là pour accompagner le parent. Enfin voilà, c'est un droit, c'est la loi d'être accompagné. Donc selon l'article L223 du -1 du Code d'action sociale et des familles, et ce droit, il est important qu'il soit respecté par tous les professionnels, tels qu'ils soient. Donc en effet, quand je peux arriver à accompagner un parent jusqu'en audience, c'est nouveau. Donc le magistrat, mais c'est vrai que je me rappelle en 2018, le magistrat m'avait demandé donc de me présenter et si j'avais des observations à faire, à apporter au débat qui était en cours. Donc, il y avait eu un accord par les services, l'accord par le parent pour que je sois présente vraiment à ses côtés. Et moi, je suis venue renforcer le débat contradictoire à côté de l'avocat du parent. Et le magistrat, en effet, ce jour-là, m'avait donné la parole. Alors, c'est vrai que c'était nouveau pour moi, mais c'est une expérience qui est très riche en même temps et qui permet de venir soutenir le parent, renforcer le débat qui était en cours et le débat contradictoire, parce que moi, j'aurais des éléments factuels à apporter lors de cette audience. Et ça peut faire, je dirais, débloquer la situation. Et là, les services, ils sont un petit peu coincés quand même, si je peux me permettre, parce que moi, je vais apporter des éléments réels, factuels, concrets et précis. Alors, c'est important ce que vous dites là, parce que ce que je voudrais savoir, ce type de formation que vous avez reçu, est-ce que vous connaissez d'autres personnes qui ont passé le même type de diplôme pour faire le même type de travail? Toute seule. Alors, en fin de compte, je suis toute seule. Quand moi j'ai passé ce diplôme, nous étions un groupe de 13 personnes, tous en reconversion professionnelle. Parce que voilà, j'ai travaillé dans différents domaines avant, mais je voulais avoir une fonction qui me permette d'être aux côtés des familles l'ayant vécu. Et le seul moyen, c'était de passer ce diplôme contre vents et marées. Parce que voilà, tout est combat, en fin de compte, et malheureusement.
Donc, nous étions 13, mais sur les 13, je suis la seule à continuer en même temps l'aventure et le combat. Alors, je vais vous poser une petite question qui va être pour moi importante par rapport aux mamans qui vont écouter ce reportage. Votre intervention vis-à-vis de ce que vous m'avez fait comprendre, vis-à-vis de votre relation avec des juges en pleine séance, en respectant ce qu'on appelle le contradictoire, vous devez avoir des résultats qui contrarient sérieusement les mensonges des services sociaux et de temps en temps, vous devez autoriser ou vous devez permettre à des mamans de conserver leur statut, ou des papas, peut-être les deux, ou des parents en tout cas, de conserver leur statut de parent. Je suis là aussi, en effet, pour soutenir le parent et pour qu'il maintienne, enfin, qu'il garde son autorité parentale, ses droits parentaux, qu'ils soient respectés, qu'ils soient appliqués par les services. Et en effet, s'il y a eu des propos mensongers de la part des services, déjà rien que dans les rapports, moi, après, je pourrais en apporter des éléments contradictoires devant le juge si celui-ci accepte ma présence. Alors, il y a des départements où, en effet, c'est important, ils acceptent. Donc, il y a des magistrats qui sont conscients qu'une tierce personne, et moi avec ma fonction, et qui peut venir étayer, apporter un éclairage sur la situation des enfants de telle famille. Et moi, voilà, c'est vraiment important. Et c'est vrai que c'est nouveau. Donc, ça fait changer les pratiques des magistrats, des services de la protection de l'enfance et de certains avocats. Mais quotidien. Je voudrais vous poser... Je coupe votre micro. Je voudrais vous poser une question très particulière, puisque vous avez l'air d'aller dans des tribunaux de départements très différents. Est-ce que vous avez la possibilité, là, ce soir, de nous dire, par exemple, quels sont les départements où ça se passe très bien et les départements qui seraient éventuellement réfractaires? Plus de départements réfractaires que de départements qui vont dire « Ah, c'est super, il faut continuer à développer cette fonction pour qu'il y ait d'autres familles qui puissent être accompagnées, soutenues et défendues, entre guillemets. » Puisque bon, voilà, moi, en étant agent de médiation, je ne suis ni avocate ni huissier de justice, mais je peux être entre les deux parce que je vais venir apporter quand même… Moi, j'ai une fonction qui est assez large dans le sens où je ne suis pas une pure médiatrice, mais agent de médiation, information, service, c'est tout un accompagnement global. Donc, ça peut être une intervention auprès des services pour leur rappeler quand même aussi leurs obligations ou face à leurs manquements. Et donc, quand c'est face à un magistrat, au départ, c'est un temps déjà d'échange, d'explication. Et le fait que j'ai accompagné le parent à tous ses rendez-vous institutionnels, je connais bien la situation, le dossier, je peux connaître la famille élargie, enfin, les écoles, vraiment tout le monde en fin de compte. Et donc après, je fais des écrits, je fais des comptes rendus, des rapports qui maintenant sont pris en considération. Bon, alors, attendez, j'ai coupé le micro, attendez. Donc, ce que je voulais vous dire, parce que quand je coupe le micro, ça va. On passe chacun notre tour et c'est plus confortable, en fait. Il y a moins d'écho. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'à partir du moment où votre activité elle est reconnue par certains juges ou par certaines professions, est-ce que vous avez donné l'envie à d'autres personnes de faire la même activité que vous avez parce que elle est porteuse d'une certaine, on va dire, d'un certain avenir positif pour ça? Oui, c'est positif. Donc là, il y a des échanges que je fais avec même des parents qui sont en train de voir s'ils pourraient trouver l'équivalent de cette formation pour pouvoir venir en aide ensuite à d'autres familles. Donc soit nous pourrons par la suite organiser peut-être des formations, mais c'est vrai que moi j'avais aussi cette expérience de terrain, de vie, malheureusement, qui m'a beaucoup apporté dans le sens où aujourd'hui, vous voyez, cette colère, il faut se réussir à s'en décaler, il faut être plutôt, alors on va pas dire dans l'acceptation, parce qu'accepter ces situations-là, c'est horrifiant, mais de pouvoir se décaler pour pouvoir être vraiment après dans l'échange, la communication au quotidien, j'utilise ce terme, la communication, parce que finalement, elle n'est pas mise en place, elle n'est pas respectée. Et la communication va que dans un sens. Donc là, en effet, si on peut réussir
à ce qu'il y ait d'autres personnes qui puissent intervenir auprès des familles, auprès des avocats, pour qu'on puisse avancer et que les enfants, au fil du temps, puissent rentrer chez eux. Mais c'est au cas par cas, bien sûr. Mais moi, je dirais que j'ai fait tout un travail aussi avec des professionnels, avec des thérapeutes, qui font qu'à aujourd'hui, je suis posée, je suis vraiment à l'écoute, attentive, parce que parfois, vous pouvez être 2 heures, 3 heures au téléphone avec un parent ou un grand-parent. Et déjà, cette écoute, c'est important pour les parents. Alors, je vais vous poser une question qui est très importante par rapport au travail que vous faites. Dans ce que vous m'expliquez là, la chose qui pour moi me paraît la plus importante, c'est que votre intervention, votre manière de faire, en fin de compte, il donne une chose prioritaire qu'on a pratiquement supprimée dans tous les dossiers qui se confrontent à la justice de l'enfance avec les services sociaux, c'est que vous obligez le contradictoire à être respecté. Vous voyez, je fais en sorte que, comme là, les projets pour l'enfant, donc selon la loi du 5 mars 2007, du Code d'action sociale et des familles, soient mis en application, puisque ça doit être fait dans les 3 mois qui suivent le placement. Très souvent, on vous dit « Ah non, écoutez, nous, on n'est pas informés de cela. Ah non, on n'a pas été formés. Ah non, nous, notre département, rapprochez-vous, en fin de compte, de notre hiérarchie. Sinon, attendez, là, le PPE, c'est la base. C'est un outil pédagogique qui vous permet de travailler avec le parent pour mettre des objectifs en place afin que l'enfant, après, soit restitué à sa famille. Donc, les PPE, les PPA. Mais vous voyez, tout est sigle. Là aussi, pour les parents, c'est très compliqué. Et au fil de ces mois, de ces années, le constat, il est là, c'est que les parents ne connaissent pas leurs droits. Et en plus, les services, les professionnels ne leur communiquent pas. Donc, c'est en gros, débrouillez-vous. Et en fin de compte, ils aiment mieux les parents soumis que les parents qui sont informés de leurs droits ou des procédures qu'ils peuvent faire avec leur avocat. Déjà, des parents ne savent pas qu'ils ont le droit d'avoir un avocat, que les enfants peuvent aussi avoir un avocat. Bon, il y a des protocoles en fonction de chaque département. Donc moi, je communique sur les droits des familles, mais je ne suis pas avocate. Donc j'ai une autre mission, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais qui est importante auprès des familles, parce que vous voyez, c'est de plus en plus, malheureusement, hein, de familles qui m'appellent et tout ce temps passé pour leur dire, voilà, vous avez le droit de saisir le défenseur des droits. Si on ne respecte pas vos droits, vous avez le droit de faire appel à une personne qualifiée, donc une PQ, qui doit être présente sur tous les départements et qui peut intervenir auprès des familles d'enfants placés. Vous avez le droit de la saisir. Mais là aussi, les personnes qualifiées, elles ne sont pas toutes engagées de la même manière. Et parfois, certains ne veulent pas s'embêter d'être auprès des familles d'enfants placés. Mais ça, ce sont des dispositions légales. Donc, moi, je travaille aussi avec des personnes qualifiées sur différents départements. Alors, je vais vous poser une question. Attendez, je vais vous poser une question par rapport au dossier que vous consultez, au dossier que vous allez défendre, que vous allez représenter. Je voudrais savoir quel est le pourcentage de dossiers que vous sentez, vous, vraiment manipuler pour pouvoir enlever l'enfant. Je ne pourrais pas vous donner de pourcentage, mais dans toutes les familles que j'accompagne vraiment sur le terrain, qui apportent, qui sont vraiment transparents, honnêtes et qui vont pouvoir produire les pièces sans problème, sans difficulté, ça représente quand même plus des 3/4 des accompagnements. Vous voyez, après, on arrive à faire la part des choses, bon, par expérience aussi, mais si on a un parent qui a essayé de nous manipuler, ou quand vous avez 2 parents qui sont séparés et qu'il y a un parent que vous accompagnez, mais que l'autre, il essaye de se faire victimiser. Voilà, mais le problème, c'est qu'après, au niveau des services, ils ne sont pas formés face aux psychopathologies. Donc, parfois, ils peuvent se faire, on va dire, manipuler par justement un parent et qui va essayer de faire accuser l'autre parent. Mais oui, en général, nous, dans toutes les situations que nous suivons, c'est considéré comme des placements abusifs, même si le terme, certains
et certaines n'aiment pas trop. Donc, alors, à votre question. Oui, je vais vous poser une autre question concernant justement la qualification de placement abusif. Ce que je voudrais savoir, c'est, parce que moi, dans les témoignages que j'ai avec des mamans, il y en a beaucoup qui deviennent ce qu'on appelle des mamans seules, d'accord, qui sont. Est-ce que vous, dans vos dossiers, vous avez plus de mamans seules que de parents, en fait? Je voudrais savoir. Alors, on a les deux. On a donc des parents solos, des parents séparés. Moi, j'accompagne autant de papa que de maman que de grands-parents, donc c'est la famille. Après, il y a les parents aussi en situation de handicap. J'ai des parents autistes aussi, parce que voilà, je connais bien ce milieu, ce domaine. Mais non, on ne peut pas dire que nous, on a plus de mamans que de papa ou que de parents qui sont ensemble. Vous voyez, aujourd'hui, j'étais avec des parents, il y a le papa et la maman. Bon, si en fin de semaine, je serai avec une maman solo, mais non, c'est pas la majorité. Alors, je vais poser une question complémentaire par rapport au dossier où on fait une tentative d'enlèvement d'enfants. Est-ce que vous auriez, par exemple, une sorte de hiérarchie, ou en tout cas dans la quantité du même type de mensonge qu'ils profèrent, en fait? Je voudrais savoir si vous avez déjà constaté des côtés répétitifs dans la manière de faire dans certains mensonges. Ah bah oui, à chaque fois, en fin de compte, c'est toujours le même discours, c'est toujours les mêmes propos. Moi, je peux intervenir dès le signalement, donc à la CRIP, à la cellule de recueil d'informations préoccupantes, parce que vous avez le droit, là aussi, d'être accompagné par une personne de votre choix. Dès que le parent il reçoit un courrier, et là, il se demande ce qui se passe d'ailleurs, et là, dès cette convocation, ah oui, on se rend compte qu'il y a eu déjà des informations qui sont déjà erronées et qui sont oui, manipulées. Et là, il faut agir très très vite. Mais là, vous voyez, toutes ces étapes, il y a une méconnaissance par toutes les familles. Ça touche en plus tous les milieux sociaux professionnels. Moi, il y a parfois où je vais faire répéter à 2 ou 3 fois la personne qui m'appelle, enfin le parent en général, et quand on me dit, voilà, je suis psychiatre, je suis médecin, je suis avocat, parce que ça arrive, ou des chefs d'entreprise, des cadres, enfin même des anciens professionnels de l'aide sociale à l'enfance, enfin c'est choquant. Mais vous voyez, ils viennent vers nous ou vers moi, parce que après, je vais pouvoir les accompagner sur le terrain à tous leurs rendez-vous institutionnels, parce qu'ils veulent plus y aller seuls. Et en plus, comme ils ont le droit d'être accompagnés, il faut faire respecter ce droit. Vous avez donc un rôle très important, en fait. Vous avez un rôle très très important. Il faut continuer. Et il faut surtout, il faut démontrer que votre fonction, elle est importante pour motiver d'autres personnes. Mais oui, parce qu'il y a besoin vraiment d'agents de médiation ou de médiateurs, mais spécialisés, en fin de compte, pour intervenir dans le domaine de l'aide sociale à l'enfance, enfin de la protection de l'enfance. Parce qu'en même temps, vous voyez, moi, je fais tiers et je vais faciliter le lien, le dialogue, la communication, mais en même temps, si besoin de faire du recadrage, hein, on va le dire comme ça, parce qu'il y a parfois les parents sont vraiment rabaissés, humiliés, jugés. Après, il y a de la transformation des informations, il y a de l'interprétation. Et là, moi, si besoin, je saisis la hiérarchie, parce que voilà, je connais quand même pas mal de monde, on va dire, sur le terrain, au niveau de toutes ces institutions. Mais après, voilà, différents déplacements avec différentes interventions. Et en général, je suis quand même écoutée, entendue, comprise. Et les parents ont vu la différence quand ils y allaient seuls et quand ils sont accompagnés. Donc c'est vrai que de toute façon, j'encourage les familles à être accompagnées parce que c'est leur droit, parce que c'est aussi la disposition légale qui leur autorise. Donc il faut faire respecter ce droit. Et en même temps, on fait aussi office de témoin par rapport à ce qui se sera dit lors du rendez-vous. Et c'est là où vous voyez que les rendez-vous ne sont pas très objectifs. Et quand on vous dit il s'agit d'un rendez-vous psycho-éducatif, non, pas vraiment. Alors, vous avez en fin de compte en permanence affaire à du mensonge,
que quand je vous entends, vous êtes en train de contrarier en permanence les mensonges qu'ils profèrent pour pouvoir arriver à leur finalité. Les mensonges, je les écoute. Je les écoute en effet au quotidien quand je suis avec les parents, parce que c'est quasiment tous les jours. Et là, après, on est obligé de dire aux parents, voilà, il faut qu'on ait cherché d'autres éléments pour pouvoir argumenter et apporter le débat contradictoire. Parce que le débat contradictoire n'est pas respecté dans les 3/4 du temps. Même sur le terrain, vous voyez. Et parfois, on va vous dire, ah, les preuves tuent les preuves. Enfin, vous voyez, il y a des phrases types comme ça qui viennent de la bouche des professionnels et qui, en plus, parfois, ne sont pas diplômés, ne sont pas qualifiés. Moi, on va me demander en permanence, mais vous êtes qui? Vous faites quoi? Vous êtes payé par qui? Enfin, comme je vous disais, de quel organisme je dépends? Mais eux, quand vous leur demandez la carte professionnelle, vous voyez un changement de visage. Malheureusement, c'est une réalité. Moi, j'ai vu un jour une pseudo-psychologue qui a mis 1h30 avant de sortir une carte des années 1980. Et certains qui devraient être affiliés au fichier Adélie ne le sont pas. Vous voyez, les psychologues, les assistantes sociales, et ça, malheureusement, là, il ne se passe rien, on ne leur dit pas, alors que c'est quand même gravissime. Hein. Il y a quand même une usurpation d'identité, et derrière, les rapports ne devraient pas être pris en considération. Ça fait partie des mensonges. Il y a tellement à dire suite à tous ces constats. Là, moi, j'ai fait un rapport de 19 pages suite à mes interventions auprès de l'aide sociale à l'enfance. Donc déjà en Maine-et-Loire, en Loire-Atlantique et sur l'ensemble du territoire, parce que le Maine-et-Loire étant notre département voilà, où nous sommes basés. Les constats, ils sont là, ils sont horrifiants. Donc, j'ai fait ce rapport avec aussi l'aide, en fin de compte, des avocates avec qui je travaille depuis déjà quasiment 7 ans. Nous sommes sur un travail de réflexion, un travail d'équipe. Et là, en effet, on s'est dit, bon, il y a ce premier rapport, mais nous ferons d'autres tomes, parce qu'il va falloir développer tous les points, vous voyez, sur la scolarité, sur les dossiers MDPH, parce que là, c'est l'horreur aussi. Donc, par rapport au handicap, les aides par rapport aux enfants, les aides scolaires. Donc, il y a tous ces points-là à développer. Il y a les suivis médicaux, les CMP, donc les centres médico-psychologiques, puisque tout est sigle. Donc, on a plein de points à redévelopper pour que ça puisse apporter un éclairage également auprès des ministères et auprès du défenseur des droits, pour qu'ils se rendent compte que la protection de l'enfance, eh bien, il y a beaucoup de points malheureusement à revoir. Ce n'est pas qu'une question de personnel, comme on peut vous le mettre souvent en avant, parce que ce n'est pas aux parents de subir les problèmes d'organisation, les problèmes de personnel. Ils ont des droits. Donc, de voir leurs enfants, parce que quand même les 3/4 des parents, même voire plus, ont des droits de visite ou d'hébergement pour certains. Donc, ces droits doivent être respectés et on ne doit pas leur annuler au dernier moment en disant « Ah, maintenant, vous comprenez, là, on a un problème d'organisation, notre collègue, elle est en arrêt ou l'autre collègue, elle est en vacances. » Ben non, ce n'est pas entendable. Alors, je vais vous poser une question que j'ai constatée, je vais vous parler d'une chose que j'ai constatée, je voudrais savoir si vous avez remarqué ça aussi, d'accord? Quand on enlève un enfant à une maman ou à un papa ou à un couple, souvent l'enfant, il devient malade, ça le rend malade d'être comment dirais-je, d'être enlevé de ses parents, et là, on déclassifie la qualification de l'enfant, c'est-à-dire au lieu d'être enlevé simplement pour un motif qui est déjà mensonger, en plus le fait de l'enlever, ils accusent souvent les parents de l'avoir rendu malade pour toucher la CPMH, c'est ça qu'on appelle? Après, c'est l'aide, en fin de compte, pour les enfants en situation de handicap. Donc, en effet, quand l'enfant il n'avait pas de pathologie ou de handicap avant le placement, là, il s'avère qu'à un moment donné, pendant la période du placement, il est reconnu handicapé. Et là, comment est-ce possible? Parce qu'en fin de compte, les parents ils n'auront rien complété dans le dossier, alors qu'ils sont détenteurs de l'autorité parentale. Et là, quand moi, j'ai pu accompagner des parents également à la MDPH, puisque je connais bien toutes ces institutions,
Et bien, les parents, ils sont surpris parce qu'ils ont dit « Ah, mais non, attendez, on ne nous a rien demandé, alors qu'on connaît quand même mieux nos enfants que ces services qui les ont juste là sur cette période de placement. » Mais vous savez, il n'y a pas que le dossier MDPH, parce qu'en fin de compte, c'est vrai qu'après, il y a l'orientation en IME, parce que forcément, tout est lié. Les orientations dans des classes spécialisées, suivi CMP. Les parents ayant l'autorité parentale, donc l'exercice de l'autorité parentale, ont le choix d'aller voir le thérapeute de leur choix. Donc, s'ils veulent aller voir un psychologue en libéral, s'ils veulent aller voir un professeur en fonction de la problématique de l'enfant ou une anomalie génétique ou autre, c'est pas au CMP qu'on va régler tous ces problèmes-là. Parce que malheureusement, même si ce sont des équipes pluridisciplinaires, mais ils ne sont pas spécialisés forcément, comme là par rapport à l'autisme. Ben voilà, il y a quand même des spécialistes. Mais quand vous faites tous ces accompagnements-là, ben oui, c'est vrai que les parents, ils découvrent, vous voyez, même le dossier médical, c'est horrifiant. Et même pas le carnet de santé. Moi, je pourrais presque dire falsifié, en fin de compte. Il y a un deuxième carnet de santé qui est sorti comme ça, qui est paru. Et quand vous arrivez à avoir la main sur ce carnet de santé, vous dites, mais attendez, c'est pas la santé de mon enfant, en fin de compte, ça correspond pas aux examens, enfin au suivi qu'il y avait avant le placement. C'est un autre carnet de santé qui a été créé. Et là, dans tout ce que je vous dis, c'est, voilà, j'ai les éléments, j'ai les pièces, et vraiment... C'est de la manipulation. Ah, c'est même pire que ça, parce que là, on ne peut pas recréer, je dirais, un autre, comment dire, une autre santé, oui, si on peut le dire comme ça, une autre santé de l'enfant. Enfin, quand si l'enfant, lui, il avait déjà, tout allait bien, bah pourquoi tout d'un coup, du jour au lendemain, là, ça y est, vous savez, il fait des crises, mais on ne vous dit pas de quoi, et il faut qu'il se retrouve sous médicamentation. Donc, il n'y a pas eu de diagnostic. Après, il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de bilan sanguin pour voir le dosage du traitement dans le sang. Et toutes ces informations-là, les parents, bah, c'est le droit de demander bah oui, un bilan sanguin pour vérifier l'organisme, hein, comment le fonctionnement ou dysfonctionnement, ce que ça a provoqué par rapport à cette prise de traitement. Parce que tout est contrôlable, tout est récupérable. Et voilà, c'est ce que je communique aux parents. En fait, c'est très grave ce que vous racontez, parce que là, au fur et à mesure que vous exposez des choses, on s'aperçoit qu'il y a des manipulations sur les dossiers, il y a même des faux en écriture, parce que quand on manipule un carnet de santé, c'est pour obtenir justement une machinerie financière qui est derrière, pour optimiser les placements d'enfants. Mais ça, c'est pour moi, c'est scandaleux, c'est du pénal, c'est de l'escroquerie, en fait. C'est vrai que c'est gravissime. Là, surtout, moi, quand je vois par rapport aux dossiers MDPH qui sont faits, en fin de compte, par les services et qu'on fait signer juste la dernière page aux parents, alors qu'ils n'ont pas vu le contenu, ils n'ont rien complété concernant leur enfant, concernant le handicap s'il y avait eu, mais vu que les parents, parfois, on nous dit, mais non, attendez, notre enfant, il n'avait rien, aucun signe manifestant un retard. Et là, tout d'un coup, vous voyez un dossier, ce dossier qui apparaît avec des informations erronées. Et le tout pour justifier la prise de la médicamentation et l'orientation de l'enfant. Et ce n'est pas l'orientation qui est la bonne en plus pour ce jeune. Et en plus, quand après, parce qu'on peut aller encore plus loin, quand après j'accompagne dans les IME ou autres établissements, alors là, déjà, on me regarde bizarrement, mais je dis, mais attendez, les parents ont le droit d'être accompagnés, même dans vos structures, vos établissements, puisque j'interviens sur certains départements. Donc, normalement, la loi, elle est la même pour tous. Et là, ça veut dire que depuis des années, vous ne respectez pas le droit des familles. C'est terrible. C'est terrible. Vous avez les projets personnalisés d'accompagnement pour les jeunes qui sont dans les structures. Il y a les DIPC aussi, donc c'est les dispositifs. Alors attendez, DIPC, c'est documents individuels de prise en charge. Très rarement, en fin de compte, ces documents sont complétés et présentés aux parents.
Non, on nous dit, ah bon, mais c'est quoi je dis, attendez, on va en discuter. Donc, c'est à tous les niveaux, en fin de compte, où il y a des dysfonctionnements, il y a des manquements, il y a des abus, voire des dérives. Et il faut que ça change vraiment pour tous, pour toutes les familles, avec ou sans handicap. Parce que comme là, on ne peut pas retirer des enfants parce qu'ils sont en situation de handicap. Alors là, on se rend compte qu'en ce moment, ils sont en train de construire des établissements justement pour accueillir des enfants qui sont différents, qui sont en situation de handicap, voire autistes, mais sans avoir les professionnels formés face au handicap. Je suppose que c'est des établissements financés par les services sociaux et qui vont héberger les enfants, hein? C'est par les départements et après, il y a des appels d'offres. Là, on a vu que sur la Loire-Atlantique, ils vont construire il y a 3 villages d'enfants. Oui. Donc, ça veut bien dire qu'il y aura encore d'autres enfants qui vont être retirés à leur famille. Et en plus, il y a des régions où parfois j'ai plusieurs familles qui m'appellent et là, ça interpelle, parce qu'on se dit comment se fait-il que là, c'est plusieurs familles de la même commune, enfin, ou de la même région, ou de la même ville, qui se retrouvent là avec des enfants qui leur sont retirés, alors qu'il n'y a rien qui justifie le placement des enfants. Parce que les enquêtes ne sont pas faites correctement par les soi-disant évaluateurs. Déjà, évaluateur, ce n'est pas une fonction. Les personnes, soit sont, je ne sais pas, infirmiers ou médecins ou psychologues ou éducateurs spécialisés, mais très rarement les personnes se présentent officiellement avec leur fonction. Elles vous disent juste, nous sommes les évaluateurs. Alors, je peux vous dire que pour les parents, déjà, ils ne savent pas qui ils ont affaire et ce qui va se passer ensuite. Et en 5 minutes, j'ai vu une évaluation. Et là, vous dites, attendez, en 5 minutes, la personne, en plus, sans qu'elle voie le domicile du parent, elle a fait son évaluation téléphoniquement. Et elle a dit, voilà, je vais faire un rapport, je vais saisir le juge des enfants. Là, c'est une situation concrète également. Il n'y a pas très longtemps. Donc, comment en 5 minutes, juste par téléphone, vous pouvez dire, j'ai fait mon enquête et ça y est, maintenant, je vais faire un rapport. Et là, après, vous posez des questions très précises aux parents. Il me dit, ah, non, je ne sais pas. Il dit, je ne sais pas qui j'ai eu. Je ne sais pas si c'est une obligation de lire la note ou le rapport, les préconisations qui vont être envoyées au magistrat. Vous voyez, c'est à tous les niveaux, à tous les maillons, on va dire, de la chaîne concernant la protection de l'enfance, où il y a besoin de changement. Il y a besoin de contrôle. Il y a besoin d'audit avec des experts, mais neutres, indépendants. Ça peut être avec des parents, ça peut être avec des députés, pourquoi pas. Ça peut être avec des professionnels, des personnels à la retraite. En fait, la tromperie, elle est permanente et dans tous les domaines, en fait. Quand on vous entend, ça ne fait que confirmer, moi, les parents qui m'appellent, les papas, les mamans, d'accord? J'en arriverai même presque à vous demander, la prochaine fois que vous avez des personnes dans un même département ou dans la même ville, voire même dans la même commune, je serais curieux de les entendre parler les trois en même temps pour raconter ce qu'ils ont vécu, hein, parce que comme témoignage, ça pourrait être parfait. Ah bah écoutez, il n'y a pas de souci parce que malheureusement, moi, quand j'interviens, bon allez, Maine-et-Loire, Loire-Atlantique, parce que c'est nos départements, hein, eh bien, c'est des copier-coller et c'est des discours formatés, mais que d'une situation à l'autre, vous retrouvez les mêmes expressions, les mêmes propos. Et c'est toujours à peu près les mêmes chefs d'accusation. Et c'est pas, enfin, ce n'est pas entendable parce qu'en fin de compte, chaque famille est différente. Chacun a eu son vécu ou son passé. Voilà, quand vous avez en plus un parent qui a été victime de violences conjugales, mais là, on voit que les professionnels, malheureusement, ne sont pas formés. Ils vont aller collaborer, puisque c'est collaborer avec le service, eh bien, ils vont aller collaborer avec le parent violent. Et c'est toujours le même schéma qui se reproduit. Donc, en fin de compte, quand vous parlez, Sylvie, c'est très simple, hein. Vous confirmez
toutes les émissions que je fais où il y a une manipulation et un mensonge en permanence pour pouvoir enlever les enfants. Et ça, moi, ça m'insupporte parce que à chaque fois, c'est répétitif. À chaque fois, on a affaire au même type de mensonges qui sont reproduits dans tous les départements. Dans tous les départements. Que j'interviens sur l'ensemble du territoire. Après, il y a encore des départements où je ne suis pas allée. Mais c'est tous le même fonctionnement, en fin de compte. Alors, il y a quand même, heureusement, parmi toutes ces situations, il y a des professionnels avec qui moi j'arrive à échanger et faire débloquer la situation. Il y en a certains qui me font confiance, voilà, puisque je ne change pas, hein, je reste toujours voilà, la même personne et avec toujours le même discours, mais qui n'est pas formaté, qui est vraiment basé sur du concret, sur des faits et par mon expérience, on va dire, aussi de terrain. Donc, ce qui fait que parfois, c'est même des professionnels qui m'appellent pour essayer de venir apaiser la situation et de pouvoir échanger afin de faire débloquer les droits des familles. Donc, heureusement, il y a quand même des professionnels qui sont humains et professionnels, qui sont bienveillants, mais ce n'est pas la majorité. Malheureusement, il y a des qui ne correspondent pas à leurs valeurs. J'entends également des témoignages de professionnels. Maintenant, il y en a même certains qui vont nous rejoindre au niveau de l'association. Alors, je voudrais vous poser une petite question parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait une émission avec une ancienne cadre de l'ASE à qui ils ont cassé son contrat de renouvellement parce qu'elle dénonçait des mécanismes, bien entendu. Est-ce que vous avez, vous, dans votre entourage, des gens des services sociaux qui vous ont dit en aparté, en fin de compte, qu'elles avaient l'obligation de la fermer, de rien dire, même si les dysfonctionnements, ils étaient flagrants? Est-ce que ça, vous avez eu ça? Oui. Oui, il y a même des professionnels qui nous l'ont confirmé ouvertement pendant un rendez-vous où j'étais avec les parents. Malheureusement, là aussi, je dis toujours le mot certes, malheureusement, mais ils nous font part voilà, de leurs difficultés aussi à faire entendre la vérité. Quand on nous dit, ouais, vous savez, on a une hiérarchie. Ouais, mais bon, je dis, attendez, c'est quand même vous qui êtes sur le terrain, là, qui est au sein de la situation et qui êtes face aux parents, qui peut-être rencontrent l'enfant, parce qu'il y en a beaucoup quand même qui parlent, mais qui ne connaissent même pas l'enfant en question. C'est que du virtuel. Donc, oui, il y a plusieurs professionnels, en effet, qui ont eu l'occasion de nous confirmer ce que nous savons tous. Vous voyez, comme les rapports, les professionnels disent bien qu'ils n'ont pas le dernier mot, c'est leur hiérarchie qui valide leurs rapports ou qui les transforme. C'est terrible. C'est terrible. Vous voyez, il y a aussi la question des rapports des TISF quand elles interviennent au sein d'une situation. Moi, j'ai posé la question là à plusieurs équipes sur différents départements. Alors, il y a celles qui, parce que j'ai eu l'occasion d'être présente à une synthèse, mais en distanciel. Et là, la responsable des TISF me dit oui, écoutez, nous, notre rapport, alors on va l'envoyer à l'aide sociale à l'enfance. Mais j'y attendais. Il faudrait peut-être l'envoyer directement au magistrat, puisque vous, c'est du concret. Vous êtes là, vous intervenez au domicile des parents. Ah non, non, nous, en fin de compte, dans le protocole, voilà, tout est protocole. Et résultat, le rapport, il peut être modifié. Alors, il y a quand même une responsable qui m'a dit dernièrement, ah non, mais nous, vous savez, on joue la sécurité, on envoie notre rapport en PDF. Comme ça, il ne peut pas être transformé. Donc là, ça m'a fait une bonne idée. Donc là, c'était quand même assez particulier. Mais je dis non, mais vous savez, ce serait bien que vous les envoyiez directement au magistrat. Vous savez de quoi vous parlez, de qui vous parlez et de ce qui s'est passé ou pas, ou si les objectifs sont atteints. Mais qu'est-ce qui les empêche de faire ça directement, justement? Parce que ils sont pas du tout obligés ou ils sont pas sous la contrainte des services de l'ASE, en fait. Ben non, normalement, ils sont indépendants. Après, ils ont des contrats avec les départements. Mais je pense qu'il y a une question de protocole, de règlement et puis de fonctionnement. Ça fait des années que ça doit fonctionner comme ça. Et j'espère bien réussir petit à petit, moi aussi, à mon niveau, à faire changer les pratiques. Moi, j'en ai même certains qui ont peur quand j'interviens, que ce soit en distanciel ou en présentiel. Ils ont peur de mon cahier
ou de mon bloc-notes et de mon crayon. Je ne suis pas quelqu'un qui fait peur. Au contraire, je suis dans l'échange, la communication, l'information. Et là, panique à bord. Mais je dis non, attendez, si vous travaillez en toute transparence, en toute honnêteté, vous n'avez rien à cacher, donc ma présence ne doit pas vous déstabiliser ou vous déranger. Alors, ce que vous dites, c'est très important parce que ce que vous constatez, c'est exactement la même chose que moi je constate en démultipliant, les témoignages de maman avec les abus, avec les conséquences, avec la manière dont ils subissent les mensonges. Et j'ai l'impression, en fin de compte, que c'est très utile parce que j'ai même des juristes qui m'ont appelé pour me dire que vous êtes en train de confirmer plein de choses que nous, on constate aussi. Surprise, parce que même moi, en rencontrant ou en échangeant voilà, avec même des professionnels, mais des vrais, des vrais professionnels, c'est triste d'être obligé de dire des vrais professionnels, on se rend bien compte que ouais, il faut tout reprendre. En tout cas, ce témoignage, Sylvie, même si je suis obligé de couper le son, ou en tout cas, mais pour que ça soit à peu près correct, on aura l'occasion sûrement d'en refaire un autre de témoignage, mais celui-là, il me paraît quand même important par rapport au service que vous rendez, d'accord? Et j'espère simplement qu'il sera entendu et que derrière, ça donne envie à d'autres personnes de faire le même travail que vous faites, en fait. Donc, je voudrais que vous fassiez une morale. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui fait des morales, mais en tout cas, c'est vrai qu'il est important que les parents soient accompagnés. Ils ne peuvent plus aller seuls au rendez-vous. Déjà, il y en a certains qui ont la peur au ventre de franchir une porte. Et là, quand moi, je vais être avec eux, en fin de compte, je vais les rassurer, je vais les soutenir. Je peux intervenir, prendre la parole si besoin. Il n'y a aucun texte de loi qui m'interdit d'intervenir. Alors, même si c'est une nouvelle fonction, un nouveau métier, mais en tout cas, c'est important. Moi, je viens rajouter, on va dire, dans la boucle quand les enfants sont placés ou qui menacent de l'être. Et c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait en effet d'autres personnes qui puissent passer ce titre professionnel ou ce diplôme pour pouvoir ensuite accompagner les familles. Alors très souvent, ce sont des personnes qui l'ont vécu, hein, malheureusement, mais qui s'engagent pour plus jamais ça. Moi, c'est mon cas. L'ayant vécu, où ça a été, voilà, il y en a quand même pas mal qui connaissent aussi mon histoire. Et j'avais dit plus jamais ça. Mais le plus jamais ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est en années. C'est des années de travail au quotidien avec des échanges, des rencontres, des partages, de la co-construction, de la co-élaboration. Et ce sera le tous ensemble. Vous voyez, en parallèle de ce que je fais au quotidien, tous les samedis matins, nous sommes sur le terrain. Alors, certains pourront vous dire « Ah non, c'est pas utile, ça sert à rien ». Moi, je vais vous dire à quoi ça sert. C'est de mobiliser, sensibiliser, regrouper, donc fédérer, pour que tout le monde tienne bon déjà par rapport à toutes ces étapes, ces épreuves qu'ils subissent. Et là, il faut qu'ils se rendent acteurs. Donc, en fin de compte, je les rebooste en permanence. Il y a l'interculturalité et nous sommes tous, je dirais, complémentaires. Nous avons chacun nos savoirs, nos connaissances, nos parcours de vie. Et là, c'est un temps de partage, d'échange, de conseils, de mobilisation, de sensibilisation. Et bien sûr que moi, j'alerte donc depuis 10 ans par rapport à toutes ces destructions des familles. Alors, je vais vous poser une petite question. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous sentez, par exemple, que la démultiplication des réseaux, le fait que les gens puissent même parler souvent en balançant même des images ou des preuves sur l'ensemble des réseaux sociaux qui existent, parce que maintenant, la démultiplication, elle est importante, est-ce que vous pensez que ça peut contrarier le système tel qu'il est en ce moment en France? Ah ben c'est sûr que les réseaux, la médiatisation, ça permet quand même de dénoncer, oui, de dire tout ce qui se passe, d'expliquer et les témoignages des uns et des autres, parce que c'est quand même horrifiant. Voilà, je suis ce qui se passe sur les réseaux. Après, il faut faire attention
aux propos, il ne faut pas qu'il y ait de diffamation. Nous, c'est toujours ce qu'on dit voilà, aux parents hein, quand ils s'expriment sur les réseaux. Mais en effet, c'est important parce qu'il faut que ça se sache. Parce qu'il y a trop de personnes qui ne savent pas ce qui se passe réellement. Quand on vous dit votre enfant il est placé, c'est parce qu'il était en danger avec vous. Maintenant, plus maintenant. C'est qu'en fin de compte, l'enfant qui serait en réel danger, on le laisse au sein de sa famille. Et par contre, un enfant qui n'est pas en danger, mais qui les parents parfois peuvent avoir besoin d'un soutien, eh ben non, on ne les soutient pas du tout, on ne les aide pas. On prend l'enfant et l'enfant placé n'est pas un enfant protégé. Il va être dans une structure où en plus il va pouvoir subir des violences malheureusement sexuelles, où il sera violenté sous toutes ses formes, il y aura de la maltraitance institutionnelle, et là, l'enfant il doit se taire ou on va le faire taire, et les parents, ils seront punis, on leur supprimera leurs droits. Et en plus, en débat contradictoire, parce qu'il n'y aura pas eu d'audience, il y aura juste une ordonnance qui aura été rendue, si elle est rendue. En fait, Sylvie, vous constatez tout ce que les mamans ou les parents me disent dans des vidéos. C'est exactement ça. Vous n'avez rien changé dans tout ce que j'entends. C'est exactement ce que vous venez de confirmer. Donc maintenant, ce que je voudrais, c'est que vous donniez le mot de la fin, parce qu'on va arriver au terme de notre émission. Et cette émission, mine de rien, elle aura quand même sa fonction, même si je dois vous remercier grandement de ce petit témoignage, même s'il était moins facile qu'on ne le pense. Mais merci à vous surtout. J'étais ravie de pouvoir échanger avec vous et que là, voilà, cette vidéo ou ce témoignage puisse se faire. Parce qu'il y a vraiment besoin, en effet, de communiquer. Et il ne faut pas que les parents ou les grands-parents restent seuls dans leur coin. Il ne faut pas qu'ils aient honte, parce que ça peut arriver à tout le monde. Que vous soyez même un magistrat, que vous soyez un avocat, que vous soyez un chef d'entreprise, que vous soyez un parent lambda, un employé enfin, et autres, ça peut toucher tout le monde. Et il est là le message, c'est qu'en fin de compte, la famille, d'un moment à l'autre, elle peut être détruite. Et pour la reconstruire, il faut du temps. Parce que l'enfant d'aujourd'hui, c'est l'adulte de demain. Et s'il n'est pas écouté, compris, entendu, aidé, accompagné, comment va-t-il pouvoir grandir? Et là, c'est encore plus difficile quand il est séparé de sa famille. Donc nous avons, qui sont sortis de l'ASE, qu'on a réussi, eh bien, qui nous ont rejoints. Donc, nous avons un groupe de jeunes là qui sont motivés, déterminés pour plus jamais ça. Donc, ils sont avec nous le samedi matin sur le terrain. Et là, j'espère vraiment qu'on va réussir à mettre des choses en place avec eux. Alors, c'est des jeunes qui ont quel âge, Sylvie? Alors, il y a des jeunes qui ont 18 ans, 19 ans, mais il y a aussi des mineurs qui ont pu rentrer chez eux et qui ont pu témoigner il n'y a pas très longtemps. Alors, je vous dis tout de suite, Sylvie, je suis disponible pour eux si un jour ils avaient envie de faire une vidéo avec moi, bien entendu, parce que ces témoignages-là, pour moi, ils sont précieux, très importants en fait. Hein, ils sont, en fin de compte, on a réussi là aussi à les regrouper parce qu'ils ont vu que leurs parents étaient là à se battre pour eux, qu'ils étaient toujours présents sur le terrain. Et bon, ils se sont battus aussi contre vents et marées. Et c'est vrai, quand ils expliquent ce qui s'est passé, ce qu'ils ont vécu, ce qu'on leur a dit concernant leurs parents, le pourquoi ils étaient placés, il y en a certains qui ont tout de suite réagi, qui ont compris le fonctionnement de l'institution. Et il y en a d'autres, parfois ça prend plus de temps. Mais quand le jeune, après, il se rend acteur de son placement, les choses se passent différemment. En tout cas, Sylvie, ouais. On va mettre un terme à tout. Je vais vous remercier grandement de ce témoignage-là. Et surtout, si demain ou après-demain, vous avez des mamans, des papas, des enfants qui sont devenus adultes, qui ont envie de témoigner pour communiquer, vous leur faites bien savoir que je reste à leur disposition. Je vous laisse le mot de la fin. Très grand merci à vous pour tout ce que vous faites, qui permet que les parents puissent témoigner, les parents ou les jeunes aussi, les professionnels, parce que voilà, il y en a qui ont quand même beaucoup de choses à dire sur ce qui se passe en protection de l'enfance. Là, c'est vrai que très prochainement, nous organiserons un colloque en Maine-et-Loire. Donc, ça, je pourrais vous tenir info de la date, du lieu, de la thématique aussi qui sera abordée, parce que ça demande un certain temps d'organisation. On espère qu'il y aura beaucoup de monde, de personnes engagées aussi, et que ça puisse permettre de faire avancer
la cause des enfants placés, que ça puisse faire changer les choses aussi, parce que c'est important. Il y a plein de choses à mettre en place, mais maintenant, ce ne sera pas seul, c'est tous ensemble. Et vraiment, c'est unissons-nous, il faut fédérer pour qu'on arrive à être entendu. Parce que vous voyez, il y a plein de petits groupes à droite, à gauche, et là, il faut surpasser les égos des uns des autres. Non, c'est tous ensemble. Moi, je suis toujours restée avec des termes très simples, mais parce que je sais que c'est déjà sur le terrain que ça se passe et que c'est tous ensemble. Alors, ça rejoint exactement ce que je fais, ma stratégie de communication, d'accord, avec des alliances, avec des gros groupes. Et je peux vous dire qu'en ce moment, il y a une sorte d'effervescence qui est en train de se mettre en place. Donc, voilà, c'est pour vous remercier de vous. Et peut-être que envoyer le générique de fin. Très très grand merci et au plaisir de pouvoir se rencontrer prochainement et de pouvoir à nouveau échanger et communiquer. Je serai fidèle au rendez-vous. Super, merci beaucoup. À très vite. À bientôt. À bientôt. À bientôt.